Karl Boxa, père, originaire de Zestenberg, petite ville de Bohême, était oboïste. Il composa 3 quatuors pour clarinette, ainsi que 3 nocturnes pour flûte, violon, alto et basse, une ouverture militaire, des sonates pour flûte et piano, etc. Il avait ouvert une boutique de musique et d'instruments au 19 rue Vivienne, près du passage Feydeau à Paris. Son fils Charles-Nicolas Robert, 1789-1856, doué pour la musique, apprit le piano et la flûte. Il exécuta en public, dès l'âge de 7 ans, un concerto de piano. Il pratiquait également la harpe qui devint son instrument favori. À Paris, il entra au conservatoire où il obtint un premier prix d'harmonie. Il fut l'un des rares compositeurs à voyager sur 3 continents, ce qui a contribué à sa renommée. Les pièces pour harpe de Boxa, Charles Nicolas, sont redoutablement difficiles sur le plan technique. Il fut, à l'époque, proclamé le plus grand harpiste du monde. Berlioz l'avait surnommé le Liszt de la harpe. Ses compositions comprennent 2 symphonies concertantes, 5 concertos pour harpe et orchestre, un requiem pour le transfert des restes de Louis XVI à Saint-Denis, 5 ballets, 8 opéras et de nombreuses études, sonates, variations et pièces pour la harpe et de la musique de chambre, soit environ 350 œuvres. Parmi ses élèves, il faut citer Elias Parish Alvars, 1808-1849, auteur de 2 concertos pour harpe et orchestre, ainsi que Stephen Hale Alonzo Marsh, 1805-1888, qui émigra également en Australie en 1842.
m'aider à porter mes bagages. Bien sûr. Même le chauffeur n'a pas levé le petit doigt, malgré les 5 sous pour boire que je lui ai donnés. Ingrat. Oh, je n'en peux plus de ces voyages en bateau qui durent une éternité. J'ai eu le mal de mer à traverser tous ces océans. Je suis resté enfermé dans ma cabine des journées entières, à cause des tempêtes. À vivre avec des gens ordinaires, dans un endroit aussi confiné. Oh, tout ça, ça ne me convient pas. Bonjour monsieur, je viens pour la place de gouvernante. Suis-je bien chez monsieur Cook? Oui, bonjour mademoiselle, entrez. Je vais vous faire patienter un peu car je rentre d'un long voyage et je dois mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Asseyez-vous. Permettez que je me rafraîchisse un peu le visage et que je me change. Avez-vous un CV et une lettre de recommandation? Oui monsieur. Voici. Monsieur, suite à votre souhait d'avoir une gouvernante, je vous recommande mademoiselle Marie-Georgette. C'est une enfant que nous avons recueillie et éduquée ici, dans notre orphelinat des Sœurs du Saint-Calvaire de la Charité. Elle est très sérieuse et courageuse. Elle a travaillé chez monsieur le baron d'Entreville et chez madame de la marquise de Lavalette. Ils ont été enchantés de ses services. Bien. Je vois que ma voisine a bien suivi les instructions. Je n'avais qu'une hantise, c'était de me retrouver seul pour ranger toutes les affaires, les partitions et tant d'autres choses encore. Vous faites de la musique, monsieur? Oh, j'essayais un peu le piano et la flûte, non, un amateur. J'étais surtout le manager de mon très cher maître qui, lui, était fort demandé. Et surtout distrait par les jolies femmes. Mais parlez-moi de vous. Les religieuses m'ont nourrie, éduquée et instruite. J'ai appris également la pratique du chant. Elles m'ont encouragée car j'étais particulièrement douée. Elles disaient que j'avais un certain talent et que mes parents y étaient pour quelque chose. Mais je ne les ai pas connus et je ne sais pas d'où je viens, ce qui me rend souvent triste. Oh, cher enfant, discutons un peu, cela vous changera les idées. J'ai fait beaucoup de voyages. Voulez-vous que je vous raconte mes voyages avec mon maître? Merci monsieur, vous êtes très gentil, mais je dois mettre un peu d'ordre dans votre maison. Balayer, nettoyer, épousser, tout ça en chantant. Oh, quelle corvée! Mais non, mademoiselle, il n'y a rien d'urgent. Cela peut attendre. Je vais vous dire comment tout cela a commencé. Je travaillais à Londres dans un magasin de musique et un jour, un client me demanda si je connaissais un certain monsieur Boxa de Paris. Alors, il était fort occupé, il travaillait à l'Académie de musique et fort occupé à diriger, à composer. Bon, je lui répondis que si je venais à Londres, je serais enchanté de le rencontrer, mais qu'il devait me donner beaucoup plus de détails sur celui-ci. Et voici ce qu'il me raconte. Charles-Nicolas Robert Boxa naquit à Montmédy en 1789. Fameuse année. Son père, originaire de Bohême, était musicien dans un orchestre militaire en garnison à Bar-le-Duc. Et à 16 ans, il composa son premier opéra où Napoléon fut impressionné par le talent de ce garçon. Ensuite, la famille s'installa à Bordeaux, puis à Paris. Là, il se forma avec des maîtres comme Simon Cattel, Nicolas Méhul. Il voulait se faire un nom dans la société. Il était harpiste. Il fut même remarqué par des personnages de haut rang. Et il fut même professeur de harpe de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. Oh, une reine! Non, mieux, une impératrice! Après Napoléon, la cour de Louis XVIII fut éblouie
endurance, sa prestance, son attrait physique. Quant à son jeu virtuose, sa musicalité raffinée et ses compositions originales, c'est bien possible. Tout cela fit de Charles Nicolas Boxart un dandy en quelque sorte. Il surpassa même la renommée de Laderman, autre artiste à cette époque. C'était très à la mode. Et lors d'une soirée dans un salon aristocratique, il s'arrangea pour faire la connaissance de Madeleine Félicité de Genlis, elle-même artiste, et sœur du marquis Charles-Louis Ducret, ancien ambassadeur de France à Londres. En 1812, il épousa Charlotte Ducret, une fille charmante et distinguée qui lui apportait le joli dot de 70 000 francs, c'est une dot assez ronde, et de 2 enfants. À Londres, je rencontrai donc ce monsieur Boxart. Son départ de Paris avait tout l'air d'une étrange dérobade. Nous nous sommes salués, présentés, le contact établi entre nous pour que je devienne son interprète, car je parle plusieurs langues, et que je m'occupe de toutes ses affaires courantes, sauf de ses finances. J'avais interdiction de regard sur ses comptes. Comme je t'ai bien payé, je signais le contrat. Paris? Londres? Mais que faisiez-vous au juste? Vous jouiez avec lui? Pas du tout. Je gérais ses rendez-vous avec les plus hautes personnalités, je m'occupais de la location des salles de concert, de rencontrer les éditeurs de musique, de louer des calèches pour de déplacements. C'était un métier assez contraignant. Mais en échange, je vivais dans une certaine aisance parce que M. Boxart avait un goût immodéré pour les belles choses, les belles toilettes et tout ça. Et comme je ne devais pas partager son ordinaire, eh bien, je devais faire cette position. Voilà. C'est pas mal comme boulot. Tiens, ça me donne des idées. Il donna des concerts où sa maîtrise de la harpe demeura inégalée. Il interpréta ses propres œuvres et il composa une pièce unique en son genre. Un concerto militaire. Oh, ben, j'ai dit, mademoiselle. Un instrument si délicat, si gracieux, jouant au milieu des flonflons militaires. Quelle idée! Peut-être une réminiscence de son enfance en Lorraine. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait entrer dans le cercle un peu privé, cercle de l'aristocratie. Et il manigança pour devenir le professeur des filles du roi Léo IV et celui de la duchesse de Wellington. Il forma également de jeunes et prometteurs virtuoses
de la harpe comme Elias Parish Alras. Ah. Comme disait Berlioz, le Franz Liszt de la harpe. Mais un jour, il est parti d'une soirée à Dublin pour la fête de la Saint-Jacques. Oui, je vois. Celui-là ayant appartenu à Brian Allenborg, le roi qui est tué sur le champ de bataille. Un moine bourru? Mais non, Brian Boru, un moine irlandais qui vécut au XIe siècle. Oh, pardon. Mais en histoire, on n'est pas très doué. Bon, bah ça, je sais. Mais enfin, ne vous excusez pas, le XIe siècle, c'est bien. De retour, j'appris une nouvelle qui me laissa compris. Vauxhall allait se marier avec Amélia, la sœur d'Ariel Bouchet, la célèbre, redoutable courtisane qui eut 37 amants. Quoi? 37 amants? Mais c'est impossible, puisqu'il est déjà marié à la nièce de Madame de Genlis. C'est de la bigamie? C'est infamant! C'était une affaire privée, cela ne me regardait pas, mais j'ai tout de même abordé le sujet. Et il me répondit d'une façon détachée, très évasive, qu'il n'avait plus aucune nouvelle de sa femme depuis bien longtemps, qu'elle aurait disparu avec ses 2 enfants. Peut-être sont-ils tous morts. Et cela ne l'a pas inquiété. Il aurait pu se renseigner auprès de sa belle famille, ou de la police. C'est bizarre, cette histoire. Vous avez dit bizarre? C'est bizarre. Ah oui, on peut bien se moquer des mœurs des petites gens. En haut, ce n'est guère mieux.
monsieur Cook, j'en ai assez de leur turpitude. Mais ce n'est que le début. Une autre aventure se prépare. Henry Bishop, compositeur, était directeur musical de Covent Garden et marié à une chanteuse. Il donnait également des cours de piano à une jeune élève, Anna Rivière. Ah, Anna Rivière. Un visage d'ange, des cheveux de jet, des yeux noirs, une beauté. Elle se lança à 20 ans dans la carrière de cantatrice et se produisit avec Maria Malibran, qui lui mit le pied certainement à crier. Mais, hélas, Madame Bishop mourut. Et après l'enterrer, Henry Bishop épousa son élève, Anna Rivière. Ah, ratata la belle histoire. Se marier avec son professeur, cela permet de prendre un beau départ dans la vie, n'est-ce pas? Décida avec Anna de faire une tournée en Écosse. Oh, c'est extraordinaire grâce à mon organisation. À partir de ce moment-là, Roxane décida de prendre la carrière artistique en main de Anna. Et il lui suggéra des airs d'opéra italien très en vogue auprès du public. Et c'est alors qu'il eut une idée géniale. Il inventa un nouveau concept de spectacle, le concert dramatique, où Anna chantait des airs d'opéra dans la langue originelle, en costume. Et la soirée se terminait par une pièce de harpe que lui-même interpréta.
Avait-il tant de talent que ça? Oh, énormément. À 24 ans, il avait déjà composé une centaine d'ouvrages, des concertos, des fantaisies, des sonates, des ballets et même des opéras. Je continue. Boxa avait envisagé une autre tournée, mais cette fois en Irlande. Bishop et Kinaloch étaient fort occupés avec le festival d'Oxford. Donc Anna et Boxa partirent tous deux à Dublin. Mais à leur retour, Henry Bishop commençait à avoir au sujet de sa jeune fille. Il lui suggéra d'arrêter sa relation avec Boxa. Et il fit même intervenir le père d'Anna. C'est son succès. Alors le pauvre Bishop effondré. Le destin s'acharna sur lui, car en rentrant chez Couvati, un avocat chargé d'une lettre d'Anna qui disait ceci. Je mènerai ma vie comme je l'entends et avec qui bon me semble. L'engagement que j'ai contracté avec M. Boxa représente plus que je ne pouvais espérer. Je recevrai à chaque concert la moitié des bénéfices. Je dispose d'un contrat de sa part et cela me permettra de subvenir aux besoins de nos enfants vu que nos finances sont au plus bas. Elle décida de quitter l'Angleterre pour retourner dans le nord de l'Europe. Hambourg, Copenhague, Stockholm. Je suis outrée, écœurée par la conduite de ces personnages qui ne songent qu'à l'argent et leur intérêt personnel. Oh. Comme je m'en veux. Mais je fus leur complice, j'organisais tout. Mais sans connaître leurs penchants, leurs amours. Moi aussi, j'avais un faible pour la vie qu'ils m'offraient. Je ne voyais rien d'autre. S'habituer au luxe. On devient vite aveugle et indifférent. C'est terrible, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais rassurez-moi, vous ne débauchiez pas les femmes des autres. Bon. Et en plus, lors de leur tournée, Boxa eut une nouvelle lubie. Il exigea des imprimeurs que ces affiches soient ainsi libellées. Elle, Première cantatrice de la cour. lui, Premier harpiste de la reine d'Angleterre. Rien que ça. Oh, se glorifier de titres racoleurs qu'ils n'ont pas. Une fois
Cela avait dû lui monter un peu à la tête. Surtout, qu'Anna avait une voix envoûtante, de pure sorcière, claire, puissante, rappelant un peu la vie. Ah, un ravissant. Y a-t-il une suite à leur escapade? Oui, cette période nordique leur a rapporté beaucoup d'argent et ils continuèrent jusqu'en Russie. Comme ce grand pays doit être beau! Les vastes plaines, la neige, les traîneaux! Mais surtout le front glacial que nous avons subi. Des températures de moins 20 degrés étaient monnaie courante. Oh, il était grand temps de partir au soleil. Pour l'Italie. À Naples, j'ai pu trouver une villa bien située, d'où ils pouvaient admirer d'un côté le Vésuve et de l'autre l'île de Capri. Ah, comme il faisait bon à cette époque. Cela m'avait permis d'oublier définitivement le pays des moujiks et des tsars. Toujours est-il que M. Boxa s'est vite trouvé à l'aise dans ce pays où règne la corruption. Ah, mademoiselle, on voit bien que vous ne connaissez pas cette ville-là. Mais vous savez, l'argent ouvre beaucoup de portes. Lors des premiers concerts d'Anna, Boxa convoqua la presse. Puis le chef de la claque lui proposa 2 ou 3 évanouissements sans pour la faute, nécessaire à une ambiance chaleureuse du public. Quant à l'orchestre, il voulut le réduire pour faire une économie. Lui, par contre, profitait de revenus tout à fait corrects. Quant aux éloges, je me demande encore s'ils n'ont pas été monnayés. Dans une coupure de presse que j'ai connue quelque part... Oui. On retrouve ceci. Monsieur Boxa avait passé toutes les conjectures que l'on pouvait former sur son talent exceptionnel. Vigueur, rapidité, difficulté, délicatesse, grâce. Il réunit tout au suprême degré. Il est digne de sa renommée. C'est un grand artiste de tous les rapports. Eh bien, je peux vous dire, mademoiselle, que ce est vraiment la prose habituelle des journalistes. Alors, c'était pas la collection? Eh bien, il y en avait que pour lui. Leur tournée européenne fut définitivement terminée. Ils embarquèrent à Liverpool pour le Nouveau Monde. Mademoiselle, j'ai vécu 13 jours en mer. À ne rien manger, à rester couché, à cause des nausées, du roulis, de l'odeur de morue que je déteste, à côtoyer des gens qui se pavanaient, qui m'ennuyaient. Un calvaire. Oh, encore un Islam. Mais vous auriez pu couler. Heureusement que nous n'avons pas rencontré l'iceberg.
Et nous avons essuyé une de ces tempêtes. Je suis le roi lion. Ah, partir en Amérique. Peut-être que mon père s'y trouve. Qui sait? Il y a pas mal de souvenirs là-bas. New York était une ville en pleine expansion. Une vie mondaine, tape à l'œil. Pour que ça, se soit très à l'aise au milieu de tout.
Il donnait des concerts dans des villes américaines. Bon, rien d'intéressant pour l'histoire, sauf que Anna et Boxa ont un gros défaut. Ils ont toujours la bouche ouverte. Oh. En effet, ils décidèrent de partir pour le Mexique. Ay, caramba! La santé d'Anna, de Boxa, la santé de Boxa tombait dans sa forme. Il a consulté un médecin américain et celui-ci lui répondit: Mon cher monsieur, je suis désolé de vous dire qu'en cette saison, et vu votre état de santé, vous risquez d'attraper le choléra et d'en mourir. Et à l'arrivée, vous ne serez plus qu'un désagréable cadavre couronné d'une nuée de mouches. Et vous avez échappé à cette maladie? Cela prouve que les prières sont parfois bien utiles. La traversée à bord du steamer Clyde fut éprouvante. La nourriture exécrable, mais toujours servie en quantité. Je me suis nourri de quelques fruits lors de notre escale à La Havane. Mais le pire, il apprend que le voyage est 2 jours, rendu à 9. 1000 sabords! Ah, il avait raison, ce brave docteur. De juin à septembre, les épidémies font rage au Mexique. En attendant sur le quai à Veracruz, je vis la foule qui posait des tas de questions au sujet d'une immense caisse noire que j'en ai avec précaution. Toutes les idées plus folles circulaires. Trafic de marijuana, livraison d'armes, qu'est-ce qu'il y avait aussi, des transferts de lingots d'or, cercueil d'un homme célèbre, enfin bon. Une vieille femme, elle a même embrassé la caisse en prétendant qu'il s'agissait d'une statue religieuse venant d'Europe, la Señora de los Remedios, qui avait remplacé l'ancienne complètement verrouillée. En réalité, c'était la grande harpe de Boxa. Tout juste arrivé, une agence de transport nous annonça à notre grande surprise qu'il existait une connivence entre les cochers et les bandits de grand chemin. Et vous n'avez pas eu peur d'y laisser votre vie? Oh, un peu. Mais vous savez, les voyages sans risque, ça n'existe pas. Et puis, avec quelques piastres, tout s'arrange. Donc Anna et Boxa étaient comme des poissons dans l'eau, dans cette ville où il y avait richesse, maisons verdoyantes et luxueuses, beaux vêtements, bijoux. Le riche, c'est chic, ricard! Et pauvreté, dénuement, saleté, misère, et même que les feux. Mon cœur, une vitesse Tout juste arrivé, le général Van der Linden, physicien d'origine française, organisa une soirée mondaine pour Anna et Boxa. Le journal local signala une nouveauté musicale. Il aurait composé en 3 jours un petit opéra bouffe en castillan. Oh, cette petite farce fut acclamée par le public, grâce à laquelle Anna put montrer toutes les ressources de son immense talent. Bref, que des louanges et des compliments. Avez-vous été attaqué et dévalisé par des bandits? Et alors? Zorro est arrivé! Lors de notre voyage de retour, une bande de cavaliers armés arriva au galop. J'ai soutenu ma mère sur de ma cheville et caché dans mes chaussettes ma bague et ma gourmette, craignant de les vols. Boxa, Anna cachait sur elle un petit pistolet de poche pour s'occuper.
Le chef de la bande, un grand gaillard mal rasé, arriva près de Anna, et s'adressa à elle dans un méli néo-franco-anglo-espagnol. Señora Bishop, n'ayez pas peur, nous ne voulons pas voler vos bijoux. Nous savons que vous avez eu du succès. Et chantez-nous, por favor, cette petite canzone mexicana que vous avez interprétée à Guadalajara. Comment, ici, au milieu de la route? Si, mais ne craignez rien. Tous les caballeros gardent la vallée. Je l'envoie les sortir. J'avais appris de sortir auprès de paysans locaux que ces bandits de grand chemin étaient en réalité des fils de bonne famille qui avaient perdu fortune au jeu et que pour se faire un pécule, ils dépoussaient les voyageurs. Vraiment? Des gens de bonne famille? Oh, quel déshonneur! Boxa s'installa et commença la chanson La Passadita. Bon, il eut quelques problèmes avec les corps qu'il remplaça rapidement, et Anna chanta et reçut de nombreux bravos. À la fin, le maestro enfin rassuré dit à Anna: Oh, ma chère, ces messieurs ne m'ont pas perturbé, ce sont de véritables mélomanes. J'avais surtout peur pour vous, ce qui m'a rendu un peu bien. Ils ont assez bien réussi. Vous avez commis 2 ou 3 légères erreurs dans votre accompagnement de harpe. Nous aussi on fait des fautes. Bien répondu. Ah, ces artistes, quel cabotin. J'aimerais bien entendre cette chansonnette. Ay, amigos míos, les voy a contar lo que me ha pasado y de casualidad. Entre los bosques me hago a pedrear a la pasadita, tantarín, tantarín, tarín. Son las mujeres vienen con la can para hacer al guiso una canción. Y ellas dicen vamos, pero no es verdad. A la pasadita, tantarín, tantarín, tarín. Ay, amigos míos, Guardia Nacional tomó las armas con puntualidad. Y ellos dicen Yahweh, pero no es verdad. A la pasadita, tantarín, tantarín, tarín. Après 11 mois passés au Mexique, ils rentrèrent à New York. À ce rythme effréné, pour ça, amateur de bon vin, de bonne chair et de cigares, il arriva ce qui devait arriver, une attaque cardiaque à 63 ans. Et on pouvait lire dans la presse américaine que lui, qui fut beau, grand et svelte, était devenu pensu, chenu et obèse, pesant 150 kilos. Comment, en étant aussi riche, peut-on devenir gros, gras, laid, adipeux et si peu séduisant? Oui, eh bien, il fut contraint à 1 mois de repos forcé, ce qui me fit également le plus grand bien, car je commençais à prendre quelques kilos. Mais en 1853, nouvelle moustilla. La rue est vers l'or. Oh. Encore un miroir aux alouettes qu'attirent mon maître. Les voilà donc partis pour San Francisco via Panama, et de là ils visitèrent la Californie en diligence. Mais la santé, Boxa commençait à décliner. Il était atteint d'hydropésie double et d'asthme. Mais lui, toujours confiant, plein de projets et faisant petit cas de son état de santé, décida de faire un bond en Australie. Un joli bond de 12 000 kilomètres quand même. Encore? C'est une belle traversée pour vous qui détestez ça.
Quelle souffrance quand on n'aime pas les croisières. Y a pas de pilule contre le mal de mer. La traversée, malgré une escale à Honolulu, où des vainés dansèrent trop. Ce fut loin de moi, il fut très calme. L'océan Pacifique porte bien son nom. Mais à peine arrivé, Boxa commença à donner des concerts à prix d'or. Mais la maladie raison sa santé. Il ne pouvait plus diriger les orchestres ni jouer de la harpe à cause de ses doigts énormément gonflés. Et le 6 janvier 1856, Charles-Nicolas Robert Boxa rendit l'âme. Oui. Ses funérailles eurent lieu le 8 toute la communauté artistique fut présente. Anna fit ériger une stèle gravée ceci. Pleurez-le, pleurez les cordes cassées de sa harpe. Plus jamais vous n'entendrez une telle musique. Nul ne savait caresser la lyre comme lui. Et voilà, après son enterrement, je suis rentré. Et me voici seul. Et pas bien riche. Voilà pourquoi je vais vendre toutes ces partitions. Anna, est-elle restée en Australie? Non, retourna à New York. Où elle mourut, frappée d'apoplexie, 28 ans après son funérail. Et voilà toute l'histoire, mademoiselle. Quelle merveilleuse aventure! Merci, vous m'avez fait rêver avec tous ces pays que je ne connais pas. Bon, maintenant je dois faire un peu de ménage. Balayer, nettoyer, épousser, et tout ça en chantant. Oh, quelle corvée! Bonjour, monsieur. Je recherche, depuis un bon moment, un individu du nom de Charles-Nicolas Boxa. Mais où est-il? Mais, que lui voulez-vous? Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis officier de la cour d'assises et je suis chargé de le retrouver et de l'arrêter. Maître? La cour d'assises? Mais que le reproche-t-on? Voici la
Cour a jugé par contumace ce 17 février 1918, ça fait déjà un sacré bail, Charles Nicolas Robert Boxa, compositeur de musique et harpiste, dont on se rappelle que la disparition fit un scandale. Ah, Mais c'est pas possible, il y a sûrement prescription. pas du tout, pas du tout. Il faut juger toutes ces affaires qui traînent depuis 40 ans. De Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Il est certain que cet homme a causé la ruine de plusieurs familles, par la confiance qu'elles avaient en lui, et aussi pour avoir usurpé l'identité de braves citoyens. C'est un danger pour la bonne morale de la France. Oh. Bon, bah, écoutez, allez-y. Je vous écoute. Mesdames, Messieurs, la Cour. Voici le jugement. Est accusé, premièrement, d'avoir le 26 septembre 1816 commis le crime de faux en écriture, en fabriquant une reconnaissance de 4000 francs et en la signant de fausses signatures. Messieurs Méhul, Berton, Nicolo et Boldieu. La canaille, bien. Deuxièmement, d'avoir, 2 semaines après, le 13 octobre 1816, commis un faux en écriture privée, en fabriquant une délibération et une quittance du comité des sociétaires du théâtre de Feydeau, et en les signant de sa fausse signature. Oh, il avait de l'imagination, le bouffon. Troisièmement, d'avoir commis le 1er mars 1817 un faux en écriture, en fabriquant une lettre de change de 16 500 francs, avec de fausses signatures. Il avait vraiment la main légère, hein, ce coco. Cinquièmement, je me trompe de chiffre, d'avoir commis, 8 jours après, le 9 mars 1817, un faux en écriture en falsifiant une facture d'instrument de musique. Et un bon de 14 000 francs assorti encore d'une fausse signature. Un certain Pozzo di Borgo. Ah, le margoulin. Sixièmement, d'avoir commis le 11 et le 14 mars 1817 des crimes de faux en écriture en fabriquant 2 bons, un de 10 000 et l'autre de 5 000 francs. Le cupide individu. Septièmement, d'avoir fait usage sciemment de toutes ces fausses pièces et d'avoir imité les signatures de monsieur le comte de Cazes et de Lord Wellington, relatifs à des fêtes données par eux. Le roublard, le fac. Hein. Vraiment. Huitièmement, et ce n'est pas fini, le tribunal de Londres proclama sa faillite et son refus de rembourser ses dettes, malgré ses cachets royaux et astronomiques. Ah, il aimait l'argent, le rastaquaire. Neuvièmement, fut accusé par la cour de justice anglaise de bigamie, après avoir épousé la sœur de la maîtresse du prince de Galles, sans avoir obtenu de divorce en France. Quel scandale! Dixièmement, de plus, fut accusé d'avoir incité Madame A. Rivière, bishop, de quitter son mari, ses 3 enfants, et de suivre Monsieur Boxa. Ah, homme dévergondé, lubrique. Par conséquent, la cour d'assises de la Seine l'a déclaré coupable de tous ses faux en écriture privée et de commerce. Il l'a condamné à 12 ans de travaux forcés et à 4 000 francs d'amende. Votre monsieur Boxa est un faussaire, un escroc, un bigame, un filou, un agrafin, un larron, une fripouille. Et vous ne le saviez pas? Mais je ne me suis jamais occupé de sa vie privée, et encore moins de ses finances. Ah, mais je comprends tout maintenant. L'artiste faisait le pan. Voilà pourquoi il a quitté la France il y a 40 ans. Ah oui, les cabines en première classe, les restaurants les plus coûteux, les vêtements sur mesure par les plus grands couturiers, les calèches à suspension, les bijoux somptueux de Madame Bishop, ses chapeaux extravagants, ses colliers faramineux. Ah, alors, il a tout dépensé. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'en suis malade. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant?
Oh, ben, si vous voulez les chercher, vous pouvez y aller. En Australie. Soit, qu'il le faut, la justice ne reculera devant rien. J'exige que vous me donniez son adresse. La voici. Cimetière, Camperdown, Sydney. Se cache près d'un cimetière. Ah ah, le vaurien, encore une de ses pirouettes pour s'esquiver. Moi, j'aime pas les chrysanthèmes. Mais non. Le cimetière, c'est sa dernière demeure. Bah, alors il est vraiment mort? Ils sont unis, morts et enterrés sous un beau monument. Eh ben oui, comme vous le voyez, je rentre de ces funérailles et je n'ai même pas eu le temps de défaire les bagages. Défaire mes bagages et de lire mon courrier. Tant pis, hein. Tiens. Une lettre caressante. De la part de sœur Bernadette, mère supérieure du couvent du Saint-Calvaire de la Charité. Bon. Cher monsieur, permettez-moi de vous informer que m'étant aperçu très tôt des dons exceptionnels de Marie-Georgette, l'origine de cette jeune orpheline m'intriguait. Elle ne pouvait être née que d'une bonne famille. Après plusieurs années de recherche pour identifier ses parents, je viens enfin de trouver sur un registre à l'église Saint-Roch à Paris son acte de baptême 6 juin. Je sais enfin qui est elle. Le 7 décembre 1814 est née et fut baptisée le même jour à l'église Saint-Roch Marie-Georgette Caroline, fille de Charlotte Georgette Ducret et de Charles-Nicolas Boxa. Oh